Alors bonjour à tous, je suis Solène Dorier, je suis chargée de projet au Gérontopole Auvergne-Rhône-Alpes et j'ai une formation en psychologie sociale. Alors Gérontopolora, c'est donc une association régionale basée à Saint-Étienne qui a pour objectif de fédérer les acteurs de la gérontologie, de faire du lien en fait entre tous les acteurs qui gravitent autour de la personne vieillissante. Ça va finalement des CHU, des EHPAD, aux associations, aux entreprises. C'est finalement assez vaste. Et le rôle du Gérontopolora, c'est d'être un petit peu un centre de ressources, un centre d'expertise mobilisable par les porteurs de projets qui viennent très souvent nous solliciter pour un accompagnement, que ce soit finalement dans la conception du projet, son déploiement et jusqu'à parfois effectivement son évaluation. Le Gérontopolora, c'est une équipe pluridisciplinaire. On a donc des chercheurs et des chargés de projet plutôt en sciences humaines et sociales. Et puis on a aussi un versant, on va dire, un peu plus quantitatif avec des personnes qui font de la modélisation, qui font des biostatistiques, de la biologie aussi, entre autres. Voilà, donc le Gérontopolora, c'est à la fois un pôle recherche effectivement plutôt interventionnelle, en tout cas très terrain, très appliqué, autour voilà, de sujets finalement assez vastes. Et puis cette volonté aussi à la fois de produire de la connaissance scientifique, mais aussi de la mettre à disposition des acteurs. Et dans ce cadre-là, on a toute une partie aussi de notre activité autour de la sensibilisation, donc d'actions de prévention, de conférences et autres. Comme je disais, on a plusieurs missions. C'est à la fois d'aller identifier un petit peu les acteurs sur le territoire régional, qui est un territoire vaste. Donc on a du boulot. Et puis celle aussi, bien entendu, de valoriser, de mettre en lumière un petit peu les initiatives régionales. Donc ça, on y tient beaucoup à aller rencontrer les acteurs, d'être, comme je l'ai dit, en tout cas d'avoir une expertise en gérontologie, en recherche, et puis d'être mobilisé aussi, de mettre en lien les acteurs. On travaille aussi beaucoup avec les universités de la région. Cette partie, comme je le disais, accompagnement aux porteurs de projets. Et puis, on a aussi ce lien avec les politiques publiques. Les gérontopoles sont au nombre de 9 actuellement en France. Ils sont tous développés un petit peu à leur façon. Et on est en train actuellement d'essayer de valoriser, un petit peu de faire reconnaître leur intérêt. Et on travaille notamment sur un cahier des charges commun en fait, aux différents gérontopoles sur le territoire national. Notre action, donc, elle se structure autour de 6 axes stratégiques. Le premier qui va être autour de la prévention et de la promotion santé, où on va travailler justement sur tous ces déterminants de santé, donc activité physique, nutrition par exemple. Un autre axe autour du parcours et de l'optimisation du soin, donc là plutôt sur un versant gériatrique, on va dire, avec des sujets autour du lien ville-hôpital, des sujets aussi autour des thérapies non médicamenteuses. On va avoir aussi, et on a cette mission de structurer un petit peu la filière de la silver economy en région, donc de faire aussi connaître et surtout aussi les entreprises, et faire du lien entre les acteurs. On va avoir aussi un axe autour de l'aménagement, de l'urbanisme et de la mobilité, sur finalement comment on aménage à la fois les logements et les villes au vieillissement de la population. On a typiquement dans ce cadre-là un projet soutenu par le ministère de l'Intérieur qui se pose des questions autour des effets du vieillissement sur la pratique de la conduite automobile et est-ce qu'il ne faudrait pas en France, comme nombre de nos pays frontaliers, mettre en place une visite médicale obligatoire à un certain âge? Si oui, quand, à quelle fréquence? On fait une grosse étude pour voir finalement comment se positionnent les acteurs. On a aussi un axe autour de l'éthique et de l'impact sociétal avec un projet notamment important autour de l'agisme, donc des discriminations liées à l'âge, et voir finalement comment les relations intergénérationnelles peuvent être un levier pour contrer un petit peu ce phénomène de discrimination. Et puis enfin, un dernier axe autour de la formation et des métiers, et plus généralement de comment on peut travailler à rendre davantage attractifs ces métiers qui connaissent une grosse pénurie, mais là je vous apprends rien. Donc les gérontopoles, c'est finalement plusieurs projets, comme je le disais, des projets de recherche appliquée, des projets souvent pluriannuels, mais aussi des projets plus courts, hein, où on va être sur des formats un peu plus études d'usage, études d'acceptabilité, évaluation de projet aussi qu'on fait pas mal, des modélisations de parcours de soins également, des évaluations de projets, je l'ai dit, et puis voilà, cette volonté aussi de s'ouvrir un peu aux acteurs qui ne sont pas forcément familiers avec le monde de la recherche par de nombreuses actions de terrain.
Ce que je vous propose, du coup, aujourd'hui, c'est peut-être de prendre un peu de hauteur par rapport à ce qui a été dit auparavant, sur plus globalement, comment les technologies s'intègrent finalement, dans les EHPAD et au domicile des sujets vieillissants, et aussi dans les pratiques professionnelles puisque ça va de pair. Alors, pour désigner un petit peu ce qu'on appelle les technologies et le vieillissement, il y a tout un tas de termes en fait qu'on utilise, alors plus ou moins à bon escient. Alors j'en ai mis quelques-uns. L'idée, c'est aussi d'arriver à identifier finalement quel est le sens de chacun de ces termes. Parler parfois de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et là, l'idée d'aujourd'hui, c'est bien de parler de toutes ces technologies qui vont être innovantes, hein. On ne parle évidemment pas de télé, de radio ou autre, ou d'ordinateur encore. Mais voilà, vous montrer qu'il existe plusieurs termes en fait pour désigner ce qu'on va appeler de manière générale les gérontechnologies. Dire aussi que ces fameuses technologies du vieillissement, elles se sont développées parce que il y a eu un contexte favorable et notamment un contexte politique avec plusieurs rapports, plusieurs lois qui ont mis, il y a de ça déjà peut-être une vingtaine d'années, l'importance de placer finalement ces nouveaux outils dans nos pratiques professionnelles et notamment dans nos pratiques d'accompagnement et de soins aux personnes vieillissantes. D'être vigilant toutefois quand même à tous ces enjeux, alors, et enjeux notamment éthiques, et j'y reviendrai. On a eu aussi un contexte scientifique favorable avec plusieurs sociétés, je pense notamment à la SFGJ ou encore à l'Agence nationale de la recherche, qui ont voilà qui commencent aussi elles aussi à réfléchir finalement sur comment on peut utiliser ces technologies à bon escient et comment elles peuvent être finalement des leviers pour favoriser l'autonomie des personnes âgées. Je pense notamment aussi à la création de la CNSA, à la création aussi des conférences des financeurs qui vont elles aussi avoir un objectif de soutenir les projets innovants et de prévention. Et puis évidemment un contexte institutionnel et sociétal favorable, hein, avec ce vieillissement de la population, un état de dépendance qui est quand même accru et finalement la technologie apparaît comme une réponse finalement palliative ou même pour aller plus loin, elle semble être un vrai levier vers un mieux prendre soin. Et je crois que si la crise Covid a eu un effet positif, c'est bien de montrer l'importance de la technologie comme aussi levier ou en tout cas facilitateur aux relations sociales. Euh, mais j'y reviendrai là aussi. Pour vous donner quelques chiffres, alors, il y en a tout un tas, hein. Il y a de très beaux rapports, de très beaux baromètres qui étudient justement la façon dont les seniors se saisissent de cette nouvelle technologie. Vous montrer quand même que même si on a dans notre imaginaire, ou en tout cas on perçoit la personne âgée comme très très loin de cette technologie, elle l'est pas tellement en fait. Et l'écart qu'on pourrait supposer avec les autres générations qui certes parfois sont nés avec la technologie et qui savent très bien l'utiliser, cet écart il a quand même tendance à se réduire. Pour vous présenter quelques-uns de nos projets, mais j'aurais pas le temps de rentrer dans les détails, on a typiquement un projet autour justement de la réalité virtuelle et de ses effets sur les patients atteints de maladies neurodégénératives. Donc on a constitué un consortium pluridisciplinaire avec à la fois les développeurs et donc les industriels qui nous mettent à disposition la réalité virtuelle, et puis des chercheurs ainsi que des structures bien évidemment qui permettent d'accueillir ces expérimentations. Et dans ce cadre-là, pour vous montrer un petit peu tout l'intérêt aussi d'avoir différentes approches sur ces nouvelles technologies, on met en place en tout cas à la fois une étude d'acceptabilité d'usage, et parce que effectivement c'est ultra important déjà d'arriver à identifier quels sont les leviers ou en tout cas les conditions facilitatrices de l'appropriation de ces technologies et notamment de technologies de réalité virtuelle dans les structures. Alors là, on va être plutôt sur des structures de type EHPAD ou USLD. On va faire aussi actuellement, en tout cas on le lance là dans les mois à venir, une étude clinique pour aller identifier quels sont les effets de la réalité virtuelle sur les troubles du comportement des patients atteints de maladies neurodégénératives, patients ou résidents, pardon d'ailleurs.
Et puis dans un autre cadre, on a aussi donc lancé l'évaluation de ce dispositif, c'est-à-dire après plusieurs mois d'expérimentation, d'aller voir finalement qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, quelles ont été les peurs initiales, et finalement voilà, avoir un retour global sur l'appropriation de ce dispositif, à la fois par les résidents, mais aussi, et j'insiste, par les professionnels. Et puis on a d'autres projets voilà, qui traitent de l'innovation technologique auprès de seniors, des projets qui vont d'ailleurs avoir un effet directement sur les personnes âgées, j'entends bien personnes à domicile, enfin voilà, toutes les personnes âgées. Alors sur des projets divers, hein, autour de la canne connectée, autour de logiciels sur tablette, autour de projets de cyberconciergerie, autour de dispositifs innovants de promotion de l'activité physique. Enfin voilà, j'ai malheureusement pas le temps de vous présenter l'ensemble de ces projets, mais vous montrer qu'on s'intéresse en tout cas à toutes les innovations technologiques sur des études, comme je disais, à la fois d'acceptabilité, d'usage et puis des évaluations de projets. Et puis on va s'intéresser aussi à l'innovation technologique en faveur aussi des pratiques professionnelles qui vont pas avoir un effet direct sur le senior, mais bien qui vont s'intégrer parfois dans la pratique professionnelle. Et là notamment, on s'est intéressé à une application sur smartphone qui faciliterait le repérage de la fragilité par les auxiliaires de vie à domicile. Ce qui ressort, alors à la fois des projets qu'on met en place et puis bien évidemment de la littérature scientifique, c'est cette nécessité de faire la preuve, et ça c'est ultra important. Faire la preuve à la fois de l'acceptabilité, et c'est finalement l'étape première, euh, et ensuite bien évidemment d'aller étudier un petit peu cette efficacité, d'avoir conscience en fait que le senior il va finalement accepter ou non une technologie parce qu'il est dans un certain contexte, parce que c'est à une certaine période de sa vie, parce qu'il est entouré de certains professionnels ou pas d'ailleurs, et d'avoir en tout cas conscience de l'ensemble des ressources qu'il a à sa disposition et de sa capacité à s'approprier la technologie. Voilà, c'est important en tout cas de bien prendre en compte ce senior et son écosystème. Et pour cela, on utilise donc différentes méthodologies, des méthodologies quantitatives par questionnaire par exemple, et aussi, c'est tout l'intérêt de les coupler avec des méthodologies plutôt qualitatives, où là, pour le coup, on aime bien mettre autour d'une table les seniors, les faire parler, les confronter parfois aussi aux industriels. Et c'est tout l'intérêt aussi de ces démarches de co-construction, de design thinking, ou en tout cas de cette démarche Living Lab, voilà, de poser un regard finalement sur le senior dans son contexte d'EHPAD ou de domicile, et de voir finalement quels sont un petit peu les effets pouvant expliquer ou non l'acceptation de la technologie. On parle aussi beaucoup de thérapie non médicamenteuse, et l'innovation technologique semble être en tout cas un moyen de faire de la thérapie autrement. Il est important quand même de distinguer plusieurs choses, de distinguer les outils qui vont être des outils du quotidien, des outils d'animation, et puis les outils thérapeutiques qui ont fait la preuve de leur efficacité. Et alors je trouve, mais ça n'engage que moi, qu'on a tendance actuellement à dire de tout que ça va être un outil thérapeutique. Parfois, je crois que les outils ils sont juste là pour amener du plaisir, pour faire de l'animation, et c'est déjà très bien comme ça en fait. Donc bien distinguer ces deux choses me paraît assez essentiel. Évidemment, il y a une étape clé qui va être celle de la présentation de l'outil. Le professionnel va devoir lui-même être convaincu avant de pouvoir envisager de convaincre les autres. Ça paraît effectivement évident. Peut-être aussi être conscient qu'il existe parfois, et notamment sur des patients atteints de maladies neurodégénératives, une confusion homme-machine. Et c'est bien, il paraît en tout cas intéressant d'arriver à expliquer que le robot, parfois, parce qu'on voit de plus en plus aussi de robots, reste un robot. Expliquer que il y a un bouton off, donc que si ça ne me met pas à l'aise, je suis aussi en capacité de l'arrêter, ce robot. Ça va être ultra important, et c'est vraiment, vraiment essentiel pour le professionnel d'avoir déjà compris comment fonctionnait l'outil pour pouvoir aussi mieux l'amener et le présenter au sujet qui vieillit. Le rapport à la technologie, il est aussi évidemment
influencé la génération dans laquelle on est. Il y a certains chercheurs qui se sont intéressés justement aux effets générationnels et finalement de l'importance de la génération qui va influencer le rapport à la nouvelle technologie. Alors l'idée c'est pas absolument pas de mettre les gens dans des cases, hein, mais bien d'avoir conscience qu'on va discuter avec certains seniors qui n'ont pas grandi, qui ne connaissent pas la technologie, qui vont être très très éloignés et qui seront elles-mêmes aussi peu sensibles finalement aux recommandations de leurs proches. Qu'on va avoir à contrario des seniors qui utilisent la technologie mais qui peinent à faire confiance parce qu'il y a certains traits autour du traitement des données, du caractère aussi privé des données qui vont un petit peu parfois leur échapper. Il y en a d'autres qui vont aussi refuser cette image de vieux qu'on va pouvoir attribuer à ces technologies, qui vont refuser la stigmatisation et qui vont parfois, pour certains, du coup, utiliser la technologie comme moyen de faire la preuve d'eux, c'est-à-dire que je suis arrivée à la retraite, j'ai parfois perdu mon utilité sociale. J'ai perdu parfois aussi certaines de mes relations sociales. La technologie semble être un moyen quand même de maintenir et de préserver mes liens sociaux. Donc, bah, j'ai pas le choix finalement. Il faut que je m'y mette, alors plus ou moins avec facilité, mais on sent vraiment aussi un effet de la technologie comme moyen de préserver le lien social et donc me demandant d'être assez à l'aise finalement avec l'utilisation de cet outil. Puis après, on a les générations X, Y qui finalement sont nées avec la technologie ou en tout cas l'ont connue adulte et donc en sont plus familières. Alors, les effets sur les seniors, ils sont évidents. Ils ont été ultra traités par les chercheurs, hein. Il y a effectivement des bénéfices à la fois sur le plan cognitif, physique, social et émotionnel. Avec des effets, en tout cas des études qui ont démontré des effets sur le maintien des capacités cognitives, de la mémoire notamment, de la qualité de vie, des liens sociaux, la réduction aussi sur tout ce qui va être risque de dépression, risque de suicide également, et puis facilitatrice souvent vers l'adoption de nouveaux comportements de santé autour notamment de la promotion de l'activité physique, de la bonne alimentation ou du sommeil. Alors, voilà, les études ont creusé tous ces aspects-là. Nous, ce qu'on se rend compte quand même, c'est quand on va interroger les gens, quand on va dans les EHPAD, finalement, elles ont très peu conscience de ça, c'est très peu observé. Ce qui ressort surtout, et ce qui est vu, en tout cas par les résidents par exemple, c'est surtout en fait la sensation de plaisir ou de bien-être immédiate. Et ça, c'est vraiment ce qui leur importe en fait. Et quand on leur demande si elles ont l'impression que ça a permis d'améliorer nos capacités de mémoire, et ben finalement, c'est pas ce qui leur parle en fait. Et le message important, c'est aussi de dire que finalement, l'effet direct et ce sur quoi nous attendent un petit peu les seniors, c'est à la fois cette sensation de bien-être ou de plaisir immédiat, qui là peut être constatée par la personne et qui va arriver à nous le verbaliser facilement. Et puis, c'est aussi dans un second temps l'importance du lien social. C'est vraiment les deux choses qui ressortent. Et c'est d'ailleurs ce que viennent confirmer les soignants. Les soignants, ils n'ont pas toujours les clés en main pour être capables de dire oui, là, il y a un effet positif sur la motricité, sur le cognitif. Ce qui leur importe beaucoup, et je crois qu'il ne faut pas l'oublier, c'est finalement, bah oui, là j'ai vu monsieur X que j'accueille, que j'accompagne en tout cas tous les jours. Oui, effectivement, j'ai l'impression qu'il se sent mieux après avoir utilisé la tablette, après avoir utilisé le casque de réalité virtuelle, et je crois que c'est important aussi de l'avoir en tête. Et c'est aussi ce qui ressort sur des gens qui vont être plutôt à domicile, cette importance du lien social, et puis dans une autre mesure, cet accès aussi au divertissement ou à l'information. En tout cas, ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est l'importance du feedback. Et ça, on insiste beaucoup là-dessus, de permettre aux seniors d'avoir un retour sur sa pratique, de pouvoir échanger, qu'il puisse aussi verbaliser ses difficultés, les craintes aussi qu'il va avoir face à la technologie. Et ça, c'est vraiment assez important. Pour finir, évidemment, la nouvelle technologie nous amène à avoir des réflexions un peu plus éthiques. Importance, évidemment, on l'a dit, de penser les outils technologiques à partir des besoins des personnes âgées et pas l'inverse. D'être vigilant aussi autour de la marchandisation du lien social. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de technologies qui se veulent aussi comme facilitatrices du lien social. Ça a ses limites.
et c'est bien de l'avoir en tête. Que les nouvelles technologies doivent aussi éviter d'exclure les personnes âgées. Et là, j'entends aussi d'exclure financièrement certaines personnes âgées qui n'auront pas les mêmes ressources financières. Il faut évidemment travailler sur le consentement éclairé des personnes et l'information sur tout ce qu'on va faire de leurs données. Euh, Aussi également, et notamment dans la recherche, étudier aussi cette combinaison finalement aide technologique, ce qui est déjà très très étudié, mais surtout de la combinaison aide technologique, aide humaine. Et ça, finalement, on a tendance un petit peu à le laisser de côté. Le professionnel qui est souvent à l'interface senior technologie, on a tendance vraiment à l'oublier. Et pourtant, il est un maillon très très souvent essentiel en fait dans l'appropriation de la technologie. Donc l'avoir en tête. Et puis aussi, on voit beaucoup de technologies. On discutait là récemment encore avec un porteur de projet qui veut installer des genres de capteurs sur les professionnels en établissement pour aller un peu étudier quel est leur déplacement dans le service, un petit peu quelque chose pour les tracer. Et c'est vrai que ça fait débat. Il faut aussi penser la technologie et surtout penser quelles sont ses limites et où est-ce qu'on veut aller quand on parle à la fois alors certes de sécurisation, mais aussi surtout pas oublier la liberté de se déplacer et une fois encore pour les professionnels comme pour les résidents ou les patients. J'en ai fini pour ma présentation. Merci beaucoup d'avoir fait ce lien à nouveau avec les accompagnants, les professionnels.